Hello, bienvenue dans le nouvel épisode du podcast Just in Tunes. Pour l'épisode du jour, je suis allée à la rencontre de Alban Licot. Alban est auteur, compositeur, top-liner, multi-instrumentiste et ingénieur du son. Quand il n'est pas sur scène avec Julie Zenati, en studio avec Whitney, la gagnante de The Voice 2019, ou encore avec Zao en pleine session compo, Alban ne s'arrête jamais d'écrire et de composer. C'est en toute transparence et avec pas mal de rire que Alban fait un retour sur l'ensemble de sa carrière, du tout début jusqu'à aujourd'hui, sur son parcours, sur ses rencontres, sur sa première signature en tant qu'artiste dans un label, sur sa seconde signature en tant qu'artiste-créateur au sein de Warner Chappell. Il y a, au cœur de son histoire, énormément de bons conseils. Mais celui qu'il faut garder en tête, c'est qu'il faut toujours croire en ses rêves. C'est vrai que dit comme ça, quand on est en pleine galère, c'est une phrase qui n'a pas forcément de sens. Et je rejoins Alban. Il ne faut rien lâcher, même quand ça se passe mal. Et il en est la preuve vivante aujourd'hui. Pour ma part, j'ai passé un excellent moment avec Alban. Il y a eu beaucoup de rires. Je crois même n'avoir autant jamais ri lors d'un enregistrement d'épisode. Je vous laisse découvrir son histoire, entendre ses conseils et passer un bon moment. Je vous souhaite une bonne écoute. Salut Alban. Salut. Ça va ? Ça va très très bien et toi ? Ça va, merci. Merci beaucoup d'être avec moi aujourd'hui dans le podcast. Je suis ravie de te recevoir. Eh bien, écoute, je suis ravi de participer à ton podcast. Vraiment, c'est un plaisir. Merci beaucoup. Le plaisir est pour moi. Sans trop attendre, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît ? Bien sûr. Alors moi, c'est Alban Licot. J'ai 29 ans. Je suis auteur-compositeur. Je suis musicien. Je suis réalisateur de musique et je suis en édition chez Warner Chappell Musique France. Yes. Tout ça. Alors, puisque tu es tout ça, j'ai plein de questions à te poser. Mais la première... Vas-y, j'ai plein de réponses. Tu as plein de réponses ? Cool. Ouais. Mais la première, c'est comment est-ce que tu as débuté dans la musique ? J'ai débuté il y a 10 ans, en fait, à la sortie du bac, à 18 ans. J'étais d'abord au Conservatoire de Paris parce que ma première idée, c'était d'être saxophoniste jazzman. Donc, je suis rentré au Conservatoire comme saxophoniste. Et j'ai commencé, en fait, au bout d'un an de conservatoire, j'ai eu la chance de faire une émission de télé qui avait organisé, donc c'était France 2 Taratata, et c'était Nagui qui avait organisé un Taratata Jeune Talent pour jouer avec des artistes. Et pour le saxophone, c'était pour jouer avec Stromae sur Alors on danse. Waouh. Et en fait, cette première expérience, donc en fait, j'ai passé le test et j'ai été pris et je suis parti à Carcassonne. C'était en 2010. Donc, c'était 2 ans après, quand j'avais déjà commencé à taffer pas mal le sax. Et c'est en fait, c'est vraiment de là que tout est parti pour moi. D'accord. Parce que en fait, donc j'ai fait cette première rencontre déjà qui était Stromae. Et puis le premier soir, avant même l'émission, j'ai rencontré les Bébés Brunes, avec qui on s'est très très bien entendu, notamment leur manager aussi. D'accord. Et au retour de cette émission qui s'était super bien passée, j'ai eu un coup de fil de Félix, le guitariste, qui m'a dit écoute, donc ça c'était en octobre, donc comme c'était la fête de la musique, c'était en juin, donc plusieurs mois après, il m'a dit écoute, on fait le festival des musicales à Meaux et on va jouer avec Gaëtan Roussel sur Gabi au Gabi et on a besoin d'un sax, est-ce que ça te branche ? Trop cool. J'avais une répète pour mon projet le soir, j'ai arrêté, je dis bon allez les gars, je pars à Paris. Et je suis parti à la répète avec les Bébés Brunes pour justement faire un petit test et on a fait ce premier concert qui a été vraiment encore lui déclencheur de plein d'autres choses puisque le manager à la suite m'a dit on aimerait que tu sois là à l'Olympia et puis même comme il y avait en fait c'était pour un projet qui s'appelait Tel Alain Bachung qui était drivé par Universal. D'accord. Où il y avait Mathieu Chédid, Vanessa Paradis, Miosek, Gaëtan Roussel, les Bébés Brunes et d'autres. Et chacun un titre. Le titre des Bébés Brunes, c'était Gabi au Gabi. Et moi, je faisais le sax. Et c'est à cette première séance studio avec eux, en fait, qu'on a commencé à parler un peu de ce que moi je faisais. Et ensuite, il m'a présenté un coach vocal qui s'appelle Eric Tavelli, avec qui j'ai bossé et avec qui je bosse toujours étroitement. Et en fait, c'est parti de tout ça, de cette première expérience, on va dire, avec les artistes. Et quand je suis rentré au conservatoire après tout ça, je me suis dit bon, j'ai plus envie d'être saxophoniste jazzman. J'ai envie de faire mes chansons.
j'en écrivais déjà. Et quelque chose que j'ai pas dit par rapport à Taratata, c'est que j'ai vu là-bas en fait les balances de Christophe Maé. D'accord. Et en fait, ça a été un déclic pour moi de le voir sur scène, et je me suis dit, mais c'est ça que je veux faire. Il s'arrachait sur scène, même pendant les balances, il sautait partout, il chantait l'enfer, c'était monstrueux. Je me suis dit, voilà, c'est ça que je veux faire. J'écrivais déjà des petites chansons, et voilà, je suis reparti avec cette idée de faire mes chansons et d'être artiste finalement, et pas uniquement saxophoniste. D'accord. Ok. C'est vrai que, parce que j'ai un peu fouiné, mais dans une des interviews que tu as données pour la sortie d'un de tes singles, tu as dit que pendant des années, tu pensais plutôt être chirurgien plasticien ou encore designer. C'est vraiment, mais c'est fou, c'est vraiment ce déclic-là, ce taratata, d'avoir vu Christophe Maé, ça a été pour toi la révélation, le moment où tu t'es dit, je veux travailler dans la musique. Non, parce qu'en fait, ce qui se passe concernant la chirurgie plastique spécialisée maxillofaciale, oui, ça a duré. J'ai pas osé prononcer. ça a duré tout mon primaire, mon collège jusqu'en première. Okay. Et en première, je me suis dit, je vais être designer. Et en cours de maths, j'étais en train de dessiner. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais? J'ai pas le coup de crayon qu'il faut. Et j'avais déjà un frère qui était, c'était vraiment ça. J'avais déjà un frère qui était lancé dans la musique, et moi, j'avais, on va dire, des facilités en sax, et ça se passait très bien. J'étais passionné de musique déjà, ayant commencé à 5 ans. Oui. Et donc, en fait, l'envie de musique a commencé, en fait, en tout cas d'être professionnel, a commencé vraiment avant. Et cette première idée, c'était d'être saxophoniste, frontman, puisqu'au début, j'avais des projets de jazz électro, mais j'accompagnais déjà des artistes. Un de mes premiers projets, c'était je bossais avec Gaël Faye, en fait, qui maintenant est artiste solo depuis quelques années, mais son premier projet, c'était Milk Coffee and Sugar, qu'on avait monté ensemble avec une équipe de musiciens, et lui, il était en binôme à cette époque-là, et ensuite, voilà, j'ai d'abord dérivé vers le côté sideman, j'accompagne des artistes, puis ensuite j'ai eu envie d'arrêter d'accompagner des artistes et être moi artiste sur scène, solo, chanteur. Ok, d'accord. Est-ce que tu as osé à ce moment-là, par exemple, t'adresser à Christophe Maé et je sais pas, parler de toi et lui dire que c'était trop cool ce que tu venais de voir? Non, parce que en fait c'était alors pas qu'il n'était pas accessible, au contraire, parce qu'on s'était croisés en loge, mais on s'était surtout croisés du regard, mais j'avais pas, je me sentais pas en fait d'aller lui parler, parce que j'avais quasiment rien de construit, et pour moi il fallait déjà, et mon idée n'était pas du tout encore d'écrire pour les autres. J'étais vraiment artiste, je voulais me mettre en avant, et c'est pour ça que le contact avec le manager de bébé, ça a été plus déclencheur que si j'avais été voir Christophe Maé. En plus, j'avais pas les chansons très abouties à ce moment-là, donc j'avais besoin qu'on me pousse. Ok, d'accord. Et donc après tes sessions d'enregistrement en studio avec les bébés et du coup l'accompagnement scénique avec eux, qu'est-ce qui s'est passé? Ça a duré un petit moment, en fait, ça a duré, je crois, 1 ou 2 ans, puisque je les ai accompagnés sur aussi. Il y a eu un autre Taratata qui était leur fil rouge. On a fait le grand journal du Festival de Cannes. On a fait l'Olympia. On a fait la Maroquinerie et quelques concerts comme ça. Moi, à chaque fois, j'intervenais en fait pour une chanson. Donc, c'était la grosse montée d'adrénaline pour arriver à la fin. Et puis, voilà, une fois que tu es à bloc, le concert est terminé. Donc, c'était toujours frustrant comme ça. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est que donc j'étais à fond, j'écrivais mes chansons, je bossais avec mon coach vocal, il y avait le manager des bébés qui me suivait, qui m'avait présenté ce coach, et j'écrivais, et puis au bout d'un moment, je me suis dit, bon, ça, je devais avoir 20 ou 21 ans, et je me suis dit, bon, c'est cool d'écrire des chansons, c'est bien, mais il me faut une sécurité, parce que j'avais arrêté le conservatoire, donc j'avais que le bac en poche. Et j'ai eu un frère qui a eu l'idée de génie de me dire, mais pourquoi tu fais pas ingé son? Moi, j'avais cette image de l'ingénieur du son, on va dire de petits concerts un peu à l'arrache, où les mecs, il n'y a pas de matos, ils savent pas faire marcher leur truc. Donc, j'avais pas une très très bonne image des ingé sons à cette époque-là. Et au début, je dis, mais non, t'es dingue. Et après, je me suis dit, mais en fait, si je pense côté studio, réal, prod, ça peut vraiment m'apporter beaucoup dans mes records, dans ma compo, etc. D'accord. Et je suis parti en école de son. J'ai fait l'ISTS, qui est une école, l'Institut supérieur des techniques du son, qui fait partie du groupe ESRA. D'accord. Et j'ai fait cette école, et c'était vraiment, moi, je suis rentré comme artiste, en tant qu'artiste dans cette école. J'ai bossé toutes les techniques du son, l'enregistrement. J'ai fait une 3e année spécialisée réalisation, et les 2 et 3e années, ça m'a mis les pieds en studio. Donc en studio du côté assistant ingénieur du son. D'accord.
Et en fait, c'était donc je développais encore, je bossais mes prods, j'avançais et pour ton projet à comme toi. c'était complètement, ouais, j'avais qu'une seule idée en tête, c'était ça. D'accord. Et en fait, ça c'était en 2014. Comme c'était en juillet les stages, et bien souvent il y avait pas grand monde en fait à cette période-là. C'était au studio d'Avou. D'accord. Et je me retrouvais souvent dans la cafétéria en fait à bosser sur mes prods entre deux sessions. Voilà, puis j'avoue qu'en session, j'étais celui qui courait partout. Il fallait ramener un câble, j'étais le premier. Enfin, j'étais vraiment à fond les ballons, je donnais tout. Et ça faisait rire les artistes d'ailleurs qui venaient parce que je courais et j'allais à fond la caisse. Okay. Et je bossais sur mes prods. Et puis, à Davout, j'ai appris en fait qu'il y avait à l'étage du dessus, il y avait Skalpovic, un producteur, très gros producteur français. Oui. Et à partir du moment où j'ai entendu son nom, je me suis dit, OK, mission numéro 2, Alban, maintenant, c'est de faire écouter ce que tu fais à Skalp. OK. Et je traînais un peu autour de la porte du studio. Il y a Kenji qui arrivait, qui faisait ses prods, qui enregistrait sur ses chansons. Et puis à un moment, il y a son binôme, la personne qui deviendra plus tard mon manager, qui s'appelle Karim Deneyer, qui m'avait vu passer dans le couloir. Il me dit, t'as besoin de quelque chose? Et moi, j'étais en bas de l'escalier. Je dis, non, j'écoute. Et en fait, j'essayais de gratter pour arriver dans leur session, parce que moi, ce qui m'intéressait, c'était la pop, c'était la musique pour les gens, la musique populaire. Et c'est ce que eux font vraiment. Et à un moment, j'ai réussi à croiser Skalp dans le couloir entre deux enregistrements pour lui. Je lui ai dit, Skalp, il faut que tu écoutes ce que je fais. OK. Et il me dit, vois ça avec mon binôme, Karim, du coup. Et il me dit, bon, on descend dans 5 minutes. Donc j'attends en bas, j'attends 15 minutes. Et là, ils descendent. Et là, 15 minutes les plus longues. Exactement, et surtout stressantes. Ouais. Et je leur fais écouter un SoundCloud que j'avais avec des petites prods, des compos très variés. Et il met le casque. Donc là, moi, j'étais vraiment en pression. Il met le casque, il écoute. Et puis après, il retire le casque et il me dit, c'est varié dans les styles. Et écoute, il me dit, est-ce que tu es ouvert sur les propositions, sur les changements de choses, etc. Je lui dis, moi, j'ai peur de rien. Vas-y, mais moi, donne-moi des tâches à faire, des trucs. Moi, j'avais vraiment la dalle. Je l'ai toujours d'ailleurs. J'avais vraiment envie de faire plein de choses. Donc, il m'a dit, on va te donner un brief. On va t'en donner plusieurs et puis on va voir un peu ce que ça donne. Et le premier brief que j'ai eu, c'était que je devais écrire une chanson pour Matt Pokora, un mélange entre du Jean-Jacques Goldman et Coldplay. OK. Donc, bonjour le brief. C'est clair. Et en fait, donc ça c'était le premier, c'était assez rigolo. Et puis finalement après, il m'a installé une session. Mais c'était un vrai brief qui existait ou c'était genre vraiment un test, l'exercice numéro 1? Je pense qu'il y avait MP qui cherchait des titres à cette époque-là. D'accord. Et qu'il rassemblait des titres. Il s'est dit, on ne sait jamais qu'il y ait une pépite qui sorte. La chanson n'a pas été envoyée à Matt Pokora. Moi, c'était ma première chanson pour les autres, donc c'était un peu particulier. Je la bossais avec quelqu'un d'autre en même temps. D'accord. Et après, en tout cas, ça lui a plu déjà cette première approche, et il m'a mis une station dans une salle à côté du studio C, du coup, dans lequel il était. Il m'a mis un ordi, j'avais un compresseur, j'avais un préamp, j'avais une carte son, j'avais aussi mon ordi. Et voilà, ça, c'était ma station pour moi, pour faire de la musique. Et pendant 2 mois, en fait, pendant d'abord un premier mois, j'ai fait plein de choses, sans me poser de questions, sans brief. Je leur envoyais. Et puis, à la fin de ces 2 premiers mois, ils m'ont dit, bon, écoute, on adore ce que tu nous as proposé, on a envie de s'occuper de ton projet solo. Grave cool. Alors, une demi-pause. Sur ton SoundCloud que tu as fait écouter, est-ce que tes morceaux étaient aboutis? Genre, tu avais déjà fait un prémix? Est-ce qu'il y avait déjà des paroles? Et comment est-ce que c'était complètement, parce qu'en fait, c'était, alors, on va dire que c'était des maquettes, mais des maquettes avancées par rapport à mon niveau de l'époque. C'est-à-dire que c'était des chansons écrites, composées, il y avait des arrangements, il y avait des petites pré-prods, c'était prémixé parce que j'étais en fait en plein milieu de ma formation, donc ça commençait à être avancé. C'était pas juste des pianos-voix, c'était pas juste des guitares-voix, c'était vraiment, il y avait aussi de la réal, il y avait de l'intention. D'accord. Ouais. Ok, non, c'est aussi important de le souligner pour les artistes qui nous écoutent et qui veulent faire écouter leurs morceaux via SoundCloud ou toute autre chose. Que du coup, oui, voilà, il y a des façons de faire écouter des choses, quoi. Complètement, ouais. Et c'était en tout cas à l'époque, je fonctionnais comme ça parce que j'avais envie de réaliser, j'avais envie d'avancer mes prods, ça me passionnait, ça me passionne toujours. Mais je savais déjà à l'époque, et c'est toujours valable maintenant, et c'est vraiment un conseil que je peux donner aux personnes qui écrivent, composent,
c'est de d'abord faire leurs titres en piano-voix, en guitare-voix, Okay. de la manière les plus simples. Alors là, je parle pas des beatmakers qui font de l'urbain, où là, les prods sont souvent avancés tout de suite. Mmh. Mais je parle à ceux qui veulent faire de la pop, de la chanson, enfin, de la variété urbaine ou quoi que ce soit. Si une chanson, elle défonce en piano-voix ou elle défonce en guitare-voix, t'es sûr que si tu fais une bonne réal, la chanson va être encore mieux. Mmh. Voilà, vraiment, s'il y a un impact mélodique, il y a un impact d'écriture, et que on arrive à mettre les poils juste avec un piano-voix, tu sais que tu as une très bonne chanson. OK. Donc, même si j'avais cette idée à l'époque, moi, j'avais envie d'avancer sur les réals. Je testais des choses, j'expérimentais. D'accord. OK. Parce qu'en même temps, avant de rencontrer Karine Escalp, ce binôme, je faisais déjà des envois à des directeurs artistiques, à plein de, j'harcelais, mais vraiment, j'ai fait des centaines de mails à des DA chez Sony, chez Universal, Warner, à des managers, Et tu tout le chopais où monde. les adresses? LinkedIn? Non, LinkedIn, je l'ai découvert après, sur Internet ou sur je sais plus, ou sur Facebook, je l'ai harcelé aussi sur Facebook. OK. Mais non, c'était. Après, je crois qu'on a tous les contacts à l'officiel de la musique, mais sur le Oui. site aussi, à l'époque, il y avait des contacts pour envoyer des titres, mais c'était vraiment les contacts@universal. Oui. L'adresse C'est pas hyper généraliste, quoi. Voilà, c'est ça. Ou des contacts que j'avais réunis avec d'autres gens, on m'avait donné des adresses, etc. OK. Et dans tous tes envois, tu avais eu des réponses? Oui, bien sûr, oui, j'avais eu des réponses, j'avais eu où les DA te disent je vais travailler sur des titres plus efficaces, c'est intéressant, mais voilà, ou c'est pas encore assez avancé, que ce soit positif ou négatif. Après, il y avait des petites choses qui s'étaient passées du côté de Warner Music avant. Donc à cette époque-là, c'est qu'il y avait eu une session, ils avaient rétabli ce qu'ils appelaient des sessions Warner, où c'est qu'ils sélectionnaient plein d'artistes qui venaient en studio et ils faisaient 2 compos à eux et une reprise. Moi, j'avais été sélectionné par un DA à cette époque-là et j'étais venu faire des choses. Après, ça arrive souvent dans ce côté-là où tu as un directeur artistique qui met un peu le grappin dessus en disant bon, bah, je vais venir voir du live, et le gars vient jamais. Ouais. Mais bon, il montre un intérêt, et puis le problème, c'est que toi, derrière, t'arrêtes pas de le relancer, donc tu es accroché à lui, et faut un peu le penser comme de la drague quand tu es avec des DA, c'est-à-dire qu'il faut pas leur manger dans la main, parce que ils aiment la difficulté, ils aiment galérer un peu à avoir un artiste, parce que c'est ça le vrai challenge. Il faut savoir qu'ils reçoivent des centaines de mails de personnes qui leur envoient des chansons, donc à moins qu'il y ait un énorme coup de cœur musical, ce qui peut être le cas, hein, il faut jamais fermer aucune porte, mais les plus gros deals qui se font, c'est quand il y a plein de DA sur un même coup et que les enchères montent et que c'est au challenge de celui qui l'aura. Yes. Et donc ça, c'est valable aussi bien pour un artiste interprète qu'un artiste créateur. Moi, ayant toujours été créateur, je sais pas trop comment ça se passe du côté de l'artiste-interprète. Alors si, parce que pour montrer qu'il interprète, il doit forcément arriver avec des chansons originales, qu'elles soient composées par d'autres. Bon, ça, du coup, s'il interprète, oui. Mais il arrive forcément avec des titres originaux, donc c'est pareil. Oui, ok. Retournons à la fin de ton stage où Karine Escalp ont décidé de t'accompagner dans ton projet. Donc, ils m'accompagnent et puis ils me disent voilà, on va travailler un catalogue, 4 titres. On va travailler un catalogue dont on va extraire 4 titres pour aller voir les maisons de disques et chercher un deal, sachant que eux étaient producteurs-éditeurs. Donc, d'accord. Tu avais quel âge? Il n'y avait rien de dealé à ce moment. J'avais 24 ans. D'accord. En 2014. D'accord. Et donc, pendant 2 ans, jusqu'en 2016, j'ai bossé sur des titres. Moi, en même temps, je terminais mon école de son. Et ensuite, j'ai enchaîné avec un master en management de la prod audiovisuelle et musicale. D'accord. Parce que j'avais en fait le côté théorie de la musique et technique de la musique et de l'instrument avec le conservatoire. J'avais eu le côté technique du son avec l'école d'ingé son. Et je voulais le côté business. Je voulais apprendre les contrats. Je voulais en savoir plus sur le droit d'auteur, même si j'avais été très bien formé sur les droits d'auteur dans ma dernière année de réal à l'ISTS. Je voulais avoir tout ça. Faire du droit aussi. Et donc, j'ai continué. Et puis, on a arrivé à avoir justement ces 4 titres forts qui ont permis justement à Karine Escalp d'aller voir les maisons de disques, chercher un deal. Et ils l'ont trouvé chez All Points, qui est un label de Believe.
Ça, c'était en 2016. D'accord, ok. À cette époque-là, tu vivais de quoi? À cette époque-là, je donnais pas mal de cours de chant, je donnais des cours de MAO aussi. D'accord. J'étais encore aidé par mes parents, mais je faisais essentiellement de la musique, que de la musique tous les jours, de la prod, de la compo. J'avançais, je faisais que ça. Je me réveillais le matin, j'allais au studio d'Avou, parce que c'était là-bas que j'avais ma station avec l'équipe de Scalp, et c'était un bonheur cette période, c'était vraiment génial. Je faisais pas rentrer une thune, mais c'était monstrueux. Ok. Et donc en 2016, tu as eu ton deal chez Open, c'est ça? Chez All Points. All Points. Ouais, t'as dit Open ou All Points? Pardon. Non, j'ai dit Open. Pardon. Je l'ai fait en mode phonétique, tu vois. Oui. All Points. A2LPOINTS. Très bien. Ok, ça marche. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Eh ben ensuite, j'ai commencé déjà à être plus indépendant par rapport, on va dire, à mes parents, comme je disais, qui m'aidaient, puisque tu as tes premières avances qui tombent, donc déjà, ça te fait respirer un peu. D'accord. Donc, tu as eu des avances concernant quoi? Tes éditions? J'ai une avance d'artiste et une avance d'auteur-compositeur. L'avantage que tu as quand tu es auteur-compo. Un artiste interprète, il n'a qu'une avance d'artiste. D'accord, ok. Est-ce que tu peux dévoiler le montant ou c'est vraiment confidentiel? C'est assez compliqué de parler de ces choses-là. Je comprends. Et du coup, là-dessus, travailler totalement à temps plein sur ton projet? Complètement. Mais pour donner un ordre d'idée un peu aux jeunes qui veulent démarrer, en gros, quand tu as une première avance, on va dire dans un bon contrat, c'est équivalent à un an de salaire, si tu veux. En tout cas, réuni en ce qui concernait pour moi, auteur, compositeur et artiste. D'accord. Quelles sont les contreparties? Comment est-ce que ça fonctionne? Ça fonctionne alors qu'il y en a une qui est... alors, c'est non remboursable pour l'avance d'artiste. C'est-à-dire que l'avance d'artiste, c'est une avance sur tes royalties, sur tes royautés, c'est-à-dire sur les ventes que tu vas faire. D'accord. Quand tu vends un album, il y a un prix de gros hors taxe et sont calculés des pourcentages de ce prix de gros hors taxe qui sont reversés comme royalties à différentes personnes, le distributeur, le producteur, le réalisateur de la musique et l'artiste. D'accord. Ça, c'est l'avance d'artiste. Et quand tu touches ces sous-là, si l'album ne marche pas, c'est pas remboursable. Tu dois pas d'argent à la maison de disque. D'accord. Ensuite, l'avance d'auteur-compositeur, c'est une avance sur tes droits d'auteur. Donc, c'est une avance qu'on appelle signifiée à la SACEM. D'accord. C'est-à-dire que l'éditeur, le mot c'est signifié, donc il n'y en a pas d'autre, informe, si tu veux, la SACEM qu'ils font une avance sur les droits d'auteur et que tout ce qui concerne tous les prochains droits d'auteur de cet artiste qui vont rentrer seront pour rembourser cette avance. Donc ça, si par exemple c'était mon cas, moi l'album n'est pas sorti, on n'a sorti qu'un single et j'ai sorti le deuxième tout seul. Après, il faut rembourser encore les avances d'un contrat que tu as eu, par exemple, moi, en 2016. D'accord, ok. C'est très intéressant de le préciser parce qu'on ne se rend pas forcément compte du fonctionnement. Et des fois, on a juste hâte d'avoir une avance, mais quand on ne sait pas comment ça fonctionne derrière, on peut se tromper. C'est super d'avoir une avance. Après, quand tu sors rien et que tu décides finalement de changer de métier, tu es content parce que tu décides plus de faire des droits d'auteur. Mais quand tu veux refaire un deal après avec une autre maison d'édition, un autre label, et que tu as déjà une avance, ça peut jouer en ta défaveur, on va dire, si pour dealer. Parce que, il y a déjà un compte débiteur à la SACEM, ça veut dire que lui, il doit rembourser tant avant que nous, on récupère notre avance à nous. Tu vois ce que je veux dire? D'accord. Parce que oui, du coup, l'éditeur ou la personne qui veut te faire une nouvelle avance peut appeler la SACEM et demander cet artiste, on en est où? Est-ce qu'il a déjà une avance qui est en attente? C'est possible? Complètement. Alors, je ne sais pas si c'est eux qui appellent ou en tout cas, ils peuvent te demander l'état de ton compte. D'accord. Et alors, j'ai envie de dire, c'est plutôt à toi de les informer. Si tu veux démarrer dans une bonne, on va dire, une bonne relation, une bonne dynamique, il ne faut pas cacher des choses. C'est-à-dire, si tu as moins 50 000 sur ton compte, il faut leur dire, quoi. Bien sûr, parce qu'effectivement, si tu ne le dis pas et que la personne en face ne s'est pas renseignée et fait une avance et se rend compte qu'il y a encore 50 000 à rembourser et que lui attend derrière ses remboursements, on peut attendre des années. Ouais. Ça dépend, sauf si tu sauf si tu places un gros titre. Mais c'est-à-dire qu'il faut être transparent. Voilà, moi, c'est ça, ma carrière avant, c'était ça. Là, j'en suis là. Comment ça se passe? D'accord. Il faut toujours privilégier la bonne entente. Et donc, toi, à ce moment-là, tu étais toujours avec Karim et Scalp dans tes signatures, dans tes deals, mais moi, je venais justement, on venait de... moi, j'avais eu aucun contrat avant. J'étais tranquille, j'étais seul et j'avais pas de
j'avais pas eu de contrat au début avec Karim Escalp. C'était verbal, on avait une entente. D'accord. Et quand j'ai signé du coup chez Allpoint, j'ai eu plusieurs contrats parce qu'il n'y a pas qu'une feuille que tu signes. J'ai eu un contrat d'artiste signé avec Believe parce que c'était eux mes producteurs. D'accord. J'avais un contrat de coédition entre Believe et la boîte de Karim Escalp. D'accord. J'avais un contrat alors il y en a un autre qui s'appelle alors il y a Impact, et il y avait un contrat de cession de droit aussi, je crois, en plus. D'accord. Parce que ça peut changer. Effectivement, tu en parlais tout à l'heure en off. Oui, il y a ce fameux pacte de préférence. Qui s'appelle maintenant contrat de préférence. Qui s'appelle contrat de préférence. Oui, j'ai fait les formations de l'IRMA il n'y a pas bien longtemps. Mon cerveau est encore frais. C'est un contrat de base. Hein. Tout est négociable, mais c'est les premiers contrats. Ok, d'accord. Tu étais en confiance, tu étais stressée. Comment tu as vécu la signature de ces premiers contrats? J'étais un peu stressé à cette époque-là parce que, comme financièrement, j'étais pas complètement stable avant la signature, en tout cas. D'accord. C'était surtout les chiffres qui allaient me parler sur ce contrat, ce qui est tout à fait normal. Hein. Il y a plusieurs choses à voir. Sur ton contrat d'artiste, tu veux savoir combien ça va te rapporter. Alors, l'avance, ça, c'est autre chose. Mais je veux dire, comment ça s'appelle, sur les pourcentages par rapport au palier que tu as suivant les ventes. D'accord. C'est ça, tu veux savoir parce que tu veux faire un bon contrat. Donc, j'étais un petit peu tendu, un petit peu stressé, mais je faisais confiance à la personne qui me manageait, qui était Karim de hier. Voilà. Après, c'est bien de faire confiance, mais faut pas oublier qu'il n'y a pas d'amitié dans ces relations-là. On peut avoir des très, très bonnes relations professionnelles, très bien s'entendre, mais il faut toujours garder un recul de savoir que chacun défend son steak. Son steak. C'est comme La chute. Est-ce que tu as pensé à te faire conseiller par un avocat ou est-ce que c'était inclus? Alors, je me suis fait conseiller par un juriste vers lequel m'avait envoyé justement mon manager de cette époque-là. D'accord. Et justement, avec qui j'ai relu les contrats. Moi, je les avais lus d'abord parce que je voulais déjà comprendre seul. Et j'avais souligné les choses qui ne me parlaient pas. Et on a revu ensemble les points qu'il pensait bon de renégocier. Il s'est passé combien de temps entre la signature et la sortie de tes premiers titres? Peu de temps parce que j'avais quasiment l'album terminé. Je suis arrivé avec 13 titres, ils étaient quasiment finis. D'accord. Donc, la première sortie, j'ai signé en octobre, puis le premier titre sorti en février, je crois. D'accord. Donc, voilà, le temps de travailler les mises en place, les stratégies, définir les équipes, tourner un clip. D'accord. Ça n'a pas mis trop de temps. Ok. Et ensuite? Et ensuite, je suis arrivé en fait à un moment qui était un peu critique parce qu'il y avait un gros boom de l'urbain sur le streaming et que moi j'avais signé dans le Allpoint, ce que le boss de l'époque m'avait présenté comme un label éclectique avec de la chanson française, de la pop, de l'urbain, des DJ, etc. Et en fait, au fur et à mesure, ils ont vrillé très, très urbain. Et maintenant, si tu regardes, c'est que urbain. D'accord. Et du coup, comme le projet a pas briqué tout de suite en radio, et l'attention se porte plus sur les projets qui marchent énormément. À savoir, à l'époque, il y avait Jul, Naps, etc. Il signait Galfa, il signait Oxmo, même si c'était des licences, on va dire que je suis passé au second plan, je raconte ça comme si c'était normal, ce qui est dommage. Mais voilà, c'est les aléas et du coup, il y a eu un peu moins d'activité du côté de mon projet et puis on va dire que il y avait du coup pas la motivation des équipes pour aller se battre comme il fallait. Donc moi, en fait, après 6 mois où ça se passait vraiment pas bien du tout et j'ai décidé de reprendre mon contrat. Oui, je voulais pas attendre qu'ils me le rendent. Ouais. Comment ça se passe pour reprendre un contrat? Comment ça se passe? Il faut faire un rendez-vous avec l'équipe du label et leur expliquer que tu as envie de partir. Donc ensuite, il faut négocier les accords. Donc, soit ils te disent non, tu as un contrat, on continue. Soit ils te disent OK, c'est ce qui s'est passé. D'accord. Et dans la négociation, j'ai pu récupérer ma prod, même sur le single qui était sorti, toutes mes éditions, j'étais totalement libre. Ah, cool. Ok.
Et qu'est-ce que tu as fait avec tout ça, du coup? Je suis même parti avec des sous. Oh! La totale, Oui, c'est oui. bon. Donc, qu'est-ce que j'ai fait avec tout ça? Et bah, j'ai fait un petit coup de déprime pendant 3 mois. D'accord. J'étais vraiment pas bien, où j'avais plus envie de toucher une note de musique. J'ai eu une grosse déception parce que faut imaginer que tu passes 4 ans, parce que c'était on va dire de 2014 à 2017 ou 2017, où tu bosses sur un album, t'avances, t'écris des choses qui sont très personnelles, t'arrives avec un produit quasiment terminé, tu le laisses entre les mains d'une équipe qui, ou en tout cas à un moment donné n'a pas su faire ce qu'il fallait, et ça fait plouf parce qu'entre le temps où tu crées la musique par rapport à la musique que les gens écoutent, si tu laisses passer trop de temps, parfois elle peut se dater. Et, et, et donc voilà, ça fait un peu mal au cœur que ce travail tombe à l'eau, mais voilà. Et puis au bout d'un moment, mon père m'a dit, bon, comme j'étais en grosse déprime, il m'a dit, il faut vraiment que tu fasses quelque chose parce que si tu restes chez toi, tu vas pas t'en sortir. Et donc j'ai commencé à chercher du taf, et je voulais pas redevenir ingé son. Je voulais pas, parce que j'avais cette sensation de repartir en arrière. Pas que le statut d'ingé son soit pas de qualité, au contraire, mais c'est-à-dire que par rapport à à l'avancée que j'avais eue en tant que musicien, en tant qu'artiste, je voulais pas repasser derrière un artiste ou derrière un producteur, derrière son épaule, à regarder, à attendre qu'il me dise de bouger un câble, parce que on ne donne pas tout de suite la place d'enregistrer une star ou un truc, tu vois, ou de faire des grosses sessions. Et donc, j'ai commencé à réfléchir au poste de DA. Je me suis dit, tiens, avec mon parcours de musicien, de scène, j'ai fait énormément de scènes, beaucoup de studios aussi, mon expérience d'artiste, aussi, on va dire, d'un point de vue contractuel, aussi courte soit-elle, je me suis dit, tout ça, ça peut se réunir en un poste qui est de la direction artistique, ou en tout cas driver des artistes sur faire un album, parce que je peux driver une équipe sur un album complètement. Et il y a eu un poste, donc je commençais à chercher des postes, et j'ai vu un appel chez Warner Chappell. D'accord. Rendez-vous avec Mathieu Tessier que j'ai eu, donc pour un poste de directeur artistique dans une maison d'édition. D'accord. Et on a discuté, je lui explique mon parcours, et puis à force de discussion, on se rend compte que finalement, c'est pas un profil comme le mien qui recherche, parce que moi, en arrivant, je m'autoproclamais directeur artistique parce que c'était une envie que j'avais pour rebondir, mais ça faisait pas plusieurs mois que je rassemblais des projets, que j'arrivais en disant, lui, il faut le signer parce qu'il peut apporter ça, ou en tout cas avec une vision sur l'avenir de la musique en tant que projet à signer, tu vois. D'accord. Et donc, par contre, donc je suis rentré chez moi pas déçu, parce que, bon, un peu pour l'ego, parce que j'avais pas eu le poste tout de suite, mais bon, je le savais aussi. Et bon, j'ai fait quelque chose que j'avais pas fait depuis des années, et ça m'a un peu coûté de le faire, mais je regrette pas du tout. C'est que je me suis mis derrière mon ordi, j'ai fait un mail justement à Mathieu, et je lui ai dit, bon, dans le doute, merci pour ce rendez-vous, et dans le doute, voilà ce que j'ai fait jusqu'à présent comme auteur-compositeur, réalisateur, mixeur, saxophoniste, pianiste, chanteur, guitariste, voilà, parce que c'était vraiment, j'ai tout plein de casquettes, je suis un peu un couteau suisse, on va dire, dans le studio, et je voulais, voilà, lui faire écouter, et il m'a répondu que écrire, composer pour les autres, c'était différent d'être directeur artistique. J'ai dit, oui, je sais bien, mais comme tu m'as dit que le poste de DA, ça le ferait pas, voilà ce que je fais. Et il a transmis à la personne qui est mon DA aujourd'hui mon catalogue, à qui j'ai enchaîné tout de suite un mail en lui disant, vous allez recevoir un mail de Mathieu vous envoyant une partie de mon catalogue. Je tenais à tout vous envoyer, parce que moi j'étais comme ça, et je le suis encore. Il faut, voilà, quand on n'a pas le poste, il faut harceler, il faut y aller. Les gars, ils en ont plein des mails, donc il faut, voilà, montrer qu'on a la dalle, qu'on est motivé. Et moi, j'avais la bave aux lèvres tellement j'avais envie d'avancer et envie de rebondir. Donc voilà, peu après ça, c'était en décembre il y a 2 ans, je reçois un mail de Jérôme Brucker, qui est mon DA maintenant, et qui me dit, c'est très intéressant, il y a de très belles choses, voyons-nous à la rentrée. Et moi, j'avais pas touché une note de musique depuis 3 mois. Et ça m'a redonné une motivation folle. J'ai écrit 3 chansons en quelques jours pour arriver au rendez-vous avec des nouveautés, lui dire, voilà, entre le moment où tu m'as dit on se voyait et maintenant, et notre rendez-vous d'aujourd'hui, j'ai écrit 3 titres, et ça donne ça. Et entre le moment où il a eu le premier mail de la part de Mathieu avec ton catalogue et le moment où il t'a répondu, il y a eu beaucoup de jours qui sont écoulés ?
Bah non, parce qu'en fait, le jour où Mathieu m'a dit qu'il envoyait un mail à Jérôme, j'ai tout de suite fait, parce qu'il m'avait donné le nom et le nom de famille. D'accord. Et j'ai fait Jérôme, son nom de famille, arobase warnerchapelle.com. Okay. Et c'est que ça, il faut savoir aussi dans le métier, quand on cherche, il y a comment on appelle ça, une nomenclature, c'est-à-dire que dans les maisons de disques, c'est souvent le prénom, le nom, arobase la maison de disques.com. Ok, ça c'est le type. Donc si tu arrives à choper complètement, c'est hyper important de savoir ça. Donc après, voilà, sur 100 mails que tu envoies, il y a peut-être 4 réponses, 3 négatives. Mais c'est des réponses quand même. Mais c'est des réponses quand même. Ne serait-ce que moi, c'est à l'époque où j'envoyais des mails, c'était pour avoir des avis, quand j'étais vraiment petit, quoi. Après, au bout d'un moment, tu veux plus des avis. Tu veux dire, bon, je suis là pour bosser, qu'est-ce que tu as pour moi, quoi. Oui, ok. Et en fait, voilà, je me suis dit, à cette époque-là, j'étais vraiment dans ma tête, je voulais plus avancer sur mon projet d'artiste, je voulais écrire pour les autres, je voulais travailler avec des artistes, leur apporter mes couleurs, ma vision, faire entrer de l'argent aussi. C'était, voilà, soyons honnêtes avec, en tout cas, la perception que j'avais à l'époque. D'accord. Et à ce moment-là, tu es toujours avec Karim Escalp ou plus du tout? Non, puisque je suis libre depuis 3 mois. D'accord. Et puis, on m'a dit je suis libre, alors moi j'étais libre. Après, c'est vrai qu'il n'y a pas eu... on va dire que le contact était un peu différent, on ne s'était pas rappelé, on ne savait pas trop où ça allait. Moi, je me suis dit, j'attends pas après, je pense, je travaille. Bien sûr, ok. Mais on s'entend bien toujours. On s'entend bien. Je les ai recroisés il y a pas longtemps. C'était sympa de se revoir avec après tout ce chemin parcouru entre on va dire la rupture de contrat et après. Oui, c'est ça, parce que c'est une équipe qui m'a apporté énormément. Donc moi, en fait, tout mon passage dans tout ce que je raconte, effectivement, c'est pas heureux d'un point de vue carrière d'artiste. En tout cas, quand on part au moment de le raconter, mais moi, si tout ça était à refaire, je le referais parce que je me sens tellement bien au moment dans ce que je fais maintenant que c'était, enfin voilà, je regrette rien du tout. Donc c'est pas parce que voilà, un moment dans une carrière ça marche pas, on a un coup de mou, on se prend des tartes dans la tronche, c'est pas pour ça qu'il faut arrêter. Il faut vraiment avancer et formulation un peu simple, mais croire en ses rêves, c'est un peu ça. Oui. J'avais, à l'époque justement où j'ai vu Christophe Maé, il y avait une soirée après et j'ai rencontré un auteur-compositeur, un grand auteur-compositeur et guitariste qui s'appelle Felipe Saldivia, avec qui je travaille aujourd'hui, qui était le guitariste à l'époque de Christophe Maé et qui a composé énormément de titres sur 3 albums à lui, qui a fait beaucoup de Kenji, énormément de titres. Enfin, c'est vraiment un très très grand monsieur de la composition et de l'écriture. Et à cette époque-là, je l'avais croisé un peu bourré dans une soirée à Carcassonne pendant la fête de la musique, et il m'avait dit ouais, lâche rien, il faut que tu continues. Donc avec un arrière-goût de soirée, un peu, on s'était dit tout ça. Je me suis dit, oh, mais c'est facile pour lui, il est bien là où il est, moi je suis en pleine galère. Et en fait, je l'ai recroisé quelques années après. Cette année, j'ai eu la chance de bosser avec lui. Je lui ai dit, tu sais qu'on s'est croisés et que la phrase que tu m'avais dite, non, mais ça l'a vraiment touché. Et je lui ai ressorti la même phrase qu'il m'a dite et je lui ai dit, en fait, tu avais vraiment raison. Et c'était un honneur pour moi de bosser avec lui, ça l'est toujours d'ailleurs. Et maintenant, on s'entend très très bien. On est même devenus amis, donc c'est cool. C'est un bonheur. Donc, il faut croire en ces espèces de scénarios un peu cinématographique. Ça peut arriver dans une vie, en tout cas, le mot à retenir, c'est qu'il faut vraiment rien lâcher, même quand ça se passe mal. Et c'est plus facile de le voir quand on sort la tête de l'eau. Mais quand on rebondit, on se sent tellement bien et on fait les choses encore mieux. Et comment est-ce qu'on rebondit ? Enfin, tu as eu 3 mois off et ensuite, tu as voulu quand même retenter quelque chose et tu as à nouveau envoyé des mails et tu as à nouveau composé. C'est pas simple pour tout le monde. Enfin, je trouve que tu as quand même rebondi très rapidement. Oui, merci papa. Non, mais j'étais très entouré par ma famille à ce moment-là et même si je commençais, si je disais, moi, de toute façon, côté artiste, c'est fini, les compos, tout ça, c'est fini. J'ai quand même un père qui m'a dit, bon, même si tu trouves un taf qui n'est pas tout de suite en rapport avec la musique, ce qui me déconseillait, lui voulait que ça reste dans la musique, il m'a dit, en tout cas, abandonne pas l'idée d'être artiste parce que ce que tu fais, c'est quand même vraiment bien, tu as du talent. Et je trouve que pour qu'un père dise ça à son fils, alors que... voilà, on pourrait vouloir d'un père que
Que son fils ne travaille pas dans la musique. Pour qu'il ramène des plus gros sous bien plus vite. Même si j'avais fait rentrer un peu d'argent avec les avances, voilà, en tout cas, il a été, bienveillant, il a pensé à ce conciliant, qui était le et mieux t'as pour, fait voilà, confiance. exactement. Et je le remercie beaucoup parce que c'est grâce à lui, en fait, que j'ai rebondi et que j'ai pris la décision de relancer un peu tout ça, même si la première idée n'était pas de rechercher un contrat d'artiste. Oui, ok. Et t'avais pas du tout en tête de, je sais pas, les titres que tu as composés, les nouveaux titres que tu as composés avant ton rendez-vous avec Jérôme, t'avais en tête de les proposer déjà à quelqu'un en particulier, ou c'était vraiment ça sort de tes tripes et c'est là sur la table, voici ce que j'ai fait? Non, en fait, et c'est toujours le cas, je me suis pas briefé. C'est-à-dire que j'ai écrit des titres qui me faisaient plaisir, qui m'ont fait kiffer. Je racontais des choses. Il y avait la sensibilité et l'ambiance qu'il y avait dans ma tête à ce moment-là. Mais je me suis dit, de toute façon, c'est moi qui le fais, je pourrais le chanter. Et je me suis dit, mais je suis allé un peu à tâtons à ce premier rendez-vous. Je me suis dit, est-ce qu'il veut quoi? Il veut me développer comme artiste? Est-ce qu'il veut que... Donc, on était, lui et moi, un peu dans l'expectative. Ouais. Et finalement, pendant le rendez-vous, moi, je lui ai dit un peu, en même temps, c'est ce qu'il voulait entendre, que moi, ma carrière d'artiste, je veux pas en entendre parler pour le moment. Et je veux écrire pour les autres. Je veux bosser avec des artistes. D'accord. C'est ça. À ce moment-là, vraiment, je voulais plus en entendre parler. Là, ça revient un peu. Il y a des choses qui se font. J'ai envie de défendre des titres, de faire des choses. Pour l'instant, j'ai pas composé de choses pour moi, ou en tout cas, pas beaucoup. D'accord. Parce que j'ai énormément de travail avec d'autres artistes. Okay. Mais ça reviendra, c'est sûr et certain. D'accord. Ok. Quand, je sais pas. Et puis, il faut que j'ai la bonne équipe. Je pense que ça, c'est un des facteurs les plus importants. On fait rien tout seul dans la musique. Il faut s'entourer. Ouais, c'est ça. Il faut s'entourer des bonnes personnes. Il faut pas lâcher sa confiance d'un coup. La confiance, celle qu'on donne et celle qu'on prend, ça se gagne. Et voilà, toujours avoir un rapport professionnel, même si c'est très proche. Mais en tout cas, moi, les plus belles choses que j'ai faites en musique, je les ai pas faites tout seul. Même si parfois j'ai fait une composition seule, derrière, il y a eu des personnes qui avaient des bonnes idées pour amener des chansons au bon endroit. D'accord. Toujours écouter les conseils. Moi, ça fait 10 ans que je réfléchis de la même manière. Je me dis, tant que mes oreilles n'ont pas dit non et que j'aime pas, je peux pas dire non. Voilà, on teste, ça plaît pas, on voit quoi. Il faut tout essayer. Ok. C'était il y a combien de temps ton rendez-vous avec Jérôme? Il s'est passé combien de temps entre le rendez-vous et aujourd'hui? 2 ans? 2 ans, oui. Parce que non, c'était l'année dernière. J'ai un an de signature. J'ai signé en mars de l'année dernière. Et félicitations. C'est le presque anniversaire. Et ben non, parce qu'en fait, c'est l'anniversaire depuis un mois. Parce que c'était le 21 février, je crois. Eh ben, joyeux anniversaire de signature. Bravo. C'est gentil. Tu as signé donc du coup un contrat d'édition avec Warner Chappell. Quel est le premier projet sur lequel tu as travaillé une fois que tu as signé ton contrat d'édition avec eux? En fait, j'ai travaillé sur des projets avant de signer, puisque après ce rendez-vous-là, on a fait des petits tests parce que moi, je savais pas trop comment ils bossaient, ça m'intéressait. Je savais pas si j'avais envie de signer avec eux, quoi. J'y suis allé, en fait, j'y suis pas allé la langue pendue. J'y suis allé comme quelqu'un qui avait déjà de l'expérience de contrat, de maison de disque, etc. Voilà, comment ça se passe chez vous, comment ça bosse. Moi, je vais à fond la caisse. Est-ce que vous suivez, et inversement, parce qu'il faut être motivé. Et puis moi, je veux que ce soit dans les deux cas. Et on a fait des tests. Et le premier artiste avec lequel j'ai bossé, c'est Navi. D'accord. Qui est un bon copain maintenant. Et la première fois qu'on s'est vu, on a fait une super belle chanson qui pour lui. Donc c'était cool. Oh, ok. C'est vrai que je mets beaucoup d'importance au passage à l'acte entre le moment où vous tournez un peu autour du pot, ou est-ce que vous faites un peu en avant, un peu en arrière, et le moment où est-ce qu'il y a ta signature. Il n'y a pas eu de... En fait, il y a eu une première session en direct. Après, j'ai eu des briefs aussi. Tiens, on a des titres. Tiens, on veut écrire un titre pour Louane, on veut faire ça pour tel artiste. Et je répondais aussi à des briefs. La première session, on va dire en tête à tête avec un artiste que j'ai eu, c'était Navi. Après, j'ai répondu à des briefs, j'ai envoyé des chansons, et c'est ça aussi qui a déclenché. C'est que j'avais dû écrire 2 ou 3 titres qui ont vraiment plu. Après,
moi, j'étais assez cash parce que comme j'avais envie d'y aller, j'avais pas envie qu'on tourne autour du pot. Ok. Et voilà, j'avais envie, bon, on y va, tac, tac. Moi, j'ai envie de taffer, mais j'ai pas envie de taffer dans le vent. Bien sûr. Donc, ça n'a pas tardé autour du pot. Traîner autour du pot, au bout de 2 semaines après le rendez-vous, on disait qu'on signait. Ok, super. Est-ce que tu avais un manager, du coup? Ou plus du tout, là, tu étais vraiment seule? Non. Ah oui, j'ai pas de manager. Actuellement, tu n'en as toujours pas? Non. Ok. Est-ce que tu en ressens le besoin? Pas du tout? Non, parce que disons que je travaille avec Ton DA? Jérôme Brucker, du coup, qui m'a signé, qui fait un très très gros travail sur sur mon dossier, en fait, on va dire, si j'appelle ça un dossier, en tout cas sur moi, c'est qu'il fait vraiment un travail d'attaché de presse, hein, vraiment. D'accord. Il me défend énormément, il me pousse, donc en fait, on met pas le nom dessus, mais c'est presque un travail de management. En tout cas, il fait extrêmement bien son travail de DA, et même c'est du DA+++, quoi. D'accord. De la DA+++. Ok. Donc non, j'ai pas besoin de management parce qu'en même temps, j'ai pas besoin qu'on aille j'ai pas de titre sous mon nom à aller défendre en radio, donc j'ai pas d'attaché de presse radio, j'ai pas tout ça, et j'ai pas j'ai pas envie d'avoir moi je suis en direct avec la maison de disques, j'ai pas envie d'avoir quelqu'un qui déforme ou en tout cas qui fait le messager entre les deux. Moi je suis en direct, comme ça le business il est en direct, on deal en direct, et j'en ressens pas le besoin. Est-ce que tu es quand même accompagné d'un avocat, justement, pour dealer en direct, ou est-ce que tu es totalement à l'aise dans tes négos à chaque fois? Je suis assez à l'aise parce qu'il faut, je conseille à tout le monde d'ailleurs de l'être. Il y a toujours je vais répondre à ta question sur l'avocat. Il y a toujours ce moment où on parle de chiffres, on parle d'argent, qui peut mettre mal à l'aise, mais il faut pas avoir peur. Pareil, quand il y a des gens qui veulent écrire pour les autres, quand on parle de points, de composition, d'arrangement, etc. Faut le faire quand on sent le bon moment, quand on a fini et que tout le monde est content. Tiens, au fait, ça se passe comment pour le split? Faut pas avoir peur parce que voilà, quand c'est mérité, il n'y a pas de raison. Moi, j'ai pas peur de parler d'argent. Je sais très bien ce que mon travail peut valoir. Je me renseigne. Il faut pas être exorbitant non plus. Il faut se renseigner pour demander les choses correctes parce que ça fait aussi une réputation. Donc non, mais par contre pour mes contrats, j'ai toujours quelqu'un avec qui je relis, j'étudie les contrats parce que c'est pas mon métier moi, mais en tout cas je sais tout ce que je lis, je comprends, et puis à force d'en lire, on sait aussi. Il faut pas hésiter à poser des questions. D'accord, oui. Ça, c'est vraiment très important, ne pas hésiter à poser des questions. Hier, j'enregistrais un épisode avec Émilie Gonod. Je la connais. Oui, elle est géniale. Et en fait, on a beaucoup discuté de ne pas hésiter à poser des questions pour être au clair avec ce qu'on signe, avec ce qu'on fait, avec complètement, qui et ne on pas travaille. hésiter à faire réécrire une ligne du contrat. S'il y a quelque chose qui semble pas très clair, il faut dire voilà, et reformuler cette partie. Mais je pense qu'on n'a pas été hyper éduqués dans l'idée de poser des questions. Enfin, moi, en d'expérience, à l'école, je ne posais pas de questions. J'avais trop peur d'en poser, alors qu'il n'y a aucune question qui est bête. Mais au final, tu es un peu le centre de l'intérêt au moment où tu poses ta question. Et c'est vrai que c'est culturellement parlant, j'ai pas l'impression que ce soit quelque chose qu'on arrive à faire facilement. Et quand on travaille avec des gens, quand on négocie des choses, quand il y a des contrats, je pense que c'est juste le moment où il faut les poser ces questions avant de signer quoi que ce soit de toute manière. Il n'y a pas de meilleur moment que ces moments-là, quoi. De toute façon, il faut rien signer tout de suite. Le deal, il sera valable le lendemain, il sera valable dans une semaine. Donc, il faut prendre son temps, bien réfléchir. Il ne faut pas être con non plus et répondre 3 mois après. Mais on fait les choses tranquillement, pas de précipitation, surtout pas. On relit, on comprend, tiens, voilà, et on se met en accord. C'est-à-dire que on est partenaire. C'est-à-dire que c'est pas un contrat de travail. On est partenaire. Ok. On va pas dire ah oui, vous gagnez ça, mais moi je gagne ça. C'est pas comme ça que ça se passe. C'est voilà, moi pour bien travailler, j'ai besoin de me retrouver avec ça, avec temps, avec ces choses-là. Et vous, voilà, c'est un échange. Il faut que eux soient contents de signer, que toi tu sois content de signer pour avoir une super ambiance de travail. Et c'est comme ça qu'un vrai deal se fait. Il n'y a pas d'ascendant. Ok. C'était vraiment très important de le préciser. Merci beaucoup en tout cas pour ces informations, puisque c'est essentiel. Et ça me permet de te poser une question auquel tu n'es pas obligé de répondre, mais
en tant qu'auteur-compositeur, est-ce que tu es payé à la presta, entre guillemets, et ensuite tu as des droits d'auteur, ou est-ce que c'est que les droits d'auteur? Alors, tu n'es pas payé à la création, sinon je serais riche. Ok. T'es pas payé à la création parce que sinon tu peux composer 30 bouses par jour et, Okay. et là, c'est bien. Non. C'est en fait c'est à ça que servent les avances. C'est justement, ça te permet de croûter en attendant que les titres que tu vas placer, qui eux vont te rémunérer, une fois qu'ils seront déposés, te payent. Donc c'est-à-dire quand tu fais une chanson, tu as 100%, tu as 50% d'éditeurs, 25% compositeurs, 25% auteurs, et c'est sur ces droits d'auteur qui vont être perçus sur les diffusions, sur les reproductions de chacun des CD, puisqu'il y a ce qu'on appelle les DRM, qui sont les droits de reproduction mécanique, à savoir que chaque fois que tu presses un CD, les personnes qui pressent les CD payent une société pour avoir le droit de reproduire ton œuvre. Et toi, tu touches sous là-dessus. D'accord. Et les droits d'exécution publique, qui sont des droits quand ça passe en télé, quand ça passe en radio, quand ça passe même chez le coiffeur, il y a des forfaits que le coiffeur paye à la SACEM, et toi, tu touches, si ton titre est diffusé, ou suivant la quantité de droits que tu as déjà, tu vas toucher de l'argent sur l'exécution publique et la reproduction. D'accord. Donc, tu n'es jamais prestataire de service en réal, par exemple? Alors, en réal, si. Ok. En auteur-compo, non. Là, je parlais en auteur-compo, non. Okay. Tu fais ta chanson, c'est une fois qu'elle rencontre le public, là, tu fais rentrer des sous. D'accord. En tant que réalisateur, là, par exemple, c'est ce qui s'est passé. Là, j'ai réalisé tout l'album de Whitney, la gagnante de The Voice. Yes. C'était particulier parce que j'ai tout fait sur cet album. Je suis auteur-compositeur de tous les titres, sauf 3 titres qui sont en co-compo, co-écriture, un avec Zao, un avec Corson et un avec une autre équipe. Okay. Et en fait, donc là, j'étais pas payé pour composer. Par contre, j'ai fait la réalisation de chacun de ces titres. La réalisation, pour ceux qui savent pas, c'est donner la couleur à un morceau, l'agencement de chacune des voix pour pouvoir définir quel instrument va jouer quoi. C'est l'organisation de la chanson, c'est à quoi va ressembler la chanson au final, après le piano-voix, après le guitare-voix. C'est la prod. Ok. C'est aussi la direction vocale, etc. Donc, et là, tu es payé pour ça. D'accord. Tu es aussi payé quand tu es instrumentiste sur une chanson. Si tu as joué un piano, si par exemple, tu as un auteur-compo, il a fait son piano-voix chez lui, et il se trouve que la chanson reste en piano-voix et qu'elle est prise par Vanessa Paradis ou je sais pas quel artiste, et que le piano reste, c'est toujours toi qui as joué le piano, et ben, le label, pour que tu puisses percevoir ce qu'on appelle les droits voisins, qui sont à Spedidam, et ben, ils doivent te faire un cachet de musicien pour que tu puisses aller voir la Spedidam en leur disant après, voilà, je suis musicien sur ce titre, je vais pouvoir percevoir mes droits voisins. D'accord. Ok. Et tu es payé aussi quand tu enregistres en studio avec tes artistes, toi? Alors, quand j'enregistre, c'est-à-dire, parce que là, je le disais comme musicien. Oui. Mais du coup, quand tu es réal et que tu es avec l'artiste et que tu es en session de studio avec ton artiste, est-ce que tu es payé sur les sessions ou ça fait partie du package de réal? On va dire que quand tu fais un album, il y a une partie dans la facture que tu fais qui compte le studio aussi. D'accord. Quand c'est ton studio, bah oui, si. Alors, si là, c'était mon studio, donc je facturais pour mon studio, mais s'ils avaient loué un studio, là, ma venue n'était pas rémunérée pour ma présence, tu vois. Ça va dans la réal. D'accord. Ça va dans la réal. D'accord. Ok. Important de le préciser. Ok, super. Quoi d'autre autour des rémunérations auxquelles je n'ai pas pensé? Est-ce que tu as une idée? En fait, tout travail mérite salaire, donc chaque rôle sur un album est rémunéré. Donc, quand tu as la chance de les faire tous, c'est agréable pour soi. Après, il y a énormément de travail aussi. Bien sûr. Donc, c'est pour ça que c'est super. Moi, je suis très content d'avoir une multicasquette. Ça va dans toute ma carrière. C'est ce que j'ai voulu développer. Être mixeur, réal, musicien, auteur, compo, chanteur, etc.
C'est très important, mais c'est aussi beaucoup de travail. Donc, ça mérite l'argent qui va avec. Évidemment. Il ne faut pas avoir peur de demander ce qu'il faut pour ça. C'est normal. C'est-à-dire que souvent, on a peur de demander. On a peur de, quand on voit les chiffres, de dire je m'attendais à plus. Pour moi, il faut plus pour travailler, me sentir bien. Il ne faut pas avoir peur. Voilà. D'accord. Il faut savoir quelles sont les normes, de demander des cachets cohérents, mais voilà, si c'est pas assez, il faut demander. Après, quand tu n'as rien fait, il faut justifier avec on va dire, une qualité de travail, et c'est plus facile de négocier quand les gens savent de quoi tu es capable, plutôt que quand tu sors de nulle part, qu'on t'appelle pour une pige comme ça, sortie de nulle part, c'est toujours plus dur. Il faut juste, ça fait partie de la négo, mais il faut pas hésiter. D'accord. Aujourd'hui, c'est Jérôme qui t'apporte les projets sur lesquels tu travailles, ou toi aussi tu proposes des choses, des projets qui arrivent de par ton réseau un peu plus perso, musique? Les deux, en fait. D'accord. Lui m'en propose énormément. Il m'a permis de rencontrer beaucoup d'artistes. C'est grâce à lui que j'ai rencontré Slimane, grâce à lui que j'ai rencontré Julie Zenati. Et par exemple, je parle de Julie en exemple parce que toute la suite, on va dire qu'il fait le lien. Ensuite, c'est à moi de faire le job. C'est-à-dire que si l'entente est là, c'est super. On fait une chanson, 2 chansons. Et avec Julie, ce qui était génial, c'est qu'elle m'a elle m'a appelé pour l'accompagner sur scène. Oui. Donc là, c'était pas, on va dire directement. C'est pas lui qui m'a poussé sur scène pour y aller, c'est elle cherchait. Je me suis proposé, on s'entend super bien. Maintenant, on fait du studio aussi ensemble, on fait beaucoup de choses. Okay. Et en étant avec Julie, j'ai rencontré d'autres personnes qui m'ont proposé des projets. Donc c'est un ensemble. Mais effectivement, au début, beaucoup de choses sont parties de Jérôme. Après, il faut transformer l'essai. Quand on te met en lien avec quelqu'un. Et que ça se passe super bien. Voilà, l'idée c'est pas de se placer pour se placer, mais il y a des choses qui peuvent tomber et il faut savoir les saisir quand il faut. Ok. Est-ce que du coup, d'avoir été sur scène avec Julie, c'est ce qui te remet un peu le pied à l'étrier pour ton propre projet? Question. En fait, ce qui s'est passé par rapport à Julie, c'est que le jour même, j'envoyais un message à Jérôme et je lui disais, écoute, j'ai envie de refaire de la scène, mais pas pour moi. Donc, si tu as des plans pour me caler, accompagner, je sais pas qui, vas-y, n'hésite pas. Top. Et le jour même, je recevais un message de Julie qui dit, tu connais pas un bon pianiste? Mais non. Et rien à voir avec Jérôme. Rien à voir avec Jérôme. J'ai levé le doigt tout de suite. Et puis, on a fait plein de concerts ensemble, piano, guitare. Et puis tu chantes en plus avec elle. Oui, on fait des duos. Et en plus, pendant tous les concerts qu'on a fait l'année dernière, elle avait presque insisté pour que je chante une chanson à moi. Trop bien. Elle me laissait la scène et je me laissais chanter ma chanson. Et alors, ça t'a fait quoi? Ça te remet un pied à l'étrier complètement. Après, c'était par plaisir. Ça faisait aussi plaisir à Julie et moi encore plus. C'était un honneur. T'imagines quand même des chanteuses françaises qui te demandent déjà, tu chantes en duo avec elle. Tu te dis, bon, ça veut dire que je suis quand même pas un ouf. Ouais. Donc, et non, je suis ravi. Je suis ravi. Et puis, mais c'est-à-dire que moi, je vais un peu au jour le jour, en tout cas à la semaine. Je fais de la musique, je joue des notes, j'enregistre des trucs, j'écris des choses. On fait des rencontres et je me dis pas, allez, dans 2 mois, je fais ça, dans 1 an, je fais mon projet. C'est-à-dire que ça peut très bien partir au quart de tour et aller, tiens, on va faire un projet, on va développer quelque chose. C'est-à-dire que ça, je regarde pas en arrière et je vois loin pour certaines choses, mais j'ai pas envie de mettre de pression parce que la musique c'est instantané, c'est quelque chose de spontané et c'est ça que j'ai pas envie de perdre. D'accord. Et que tu as retrouvé en plus. Et en plus que j'ai retrouvé. D'accord. Et donc tu travailles un petit peu plus sur ton projet ou c'est encore vraiment au stade ça arrivera sans pression? Non, je travaille pas du tout sur mon projet. D'accord. Non, il n'y a rien qui se compose, rien du tout. Il y a des petites choses en tête, mais des petites choses en tête que je mets en place sur d'autres. De toute façon, voilà, la chanson, elle se fait. Après, moi, un catalogue de chansons, là, j'en ai plein parce que j'en écris beaucoup. Il y en a que je peux chanter. Mais en tout cas, moi, j'ai pas du tout de projet pour moi. En tout cas, pas maintenant.
D'accord. Est-ce que tu écris déjà tes textes ou est-ce que tu composes? Comment est-ce que tu crées? Je cherche une ambiance, je cherche une vibe, je cherche une D'accord. émotion dans une ritournelle de piano, dans une mélodie, dans des couleurs musicales, souvent d'abord. Je D'accord. travaille beaucoup en yaourt et OK. souvent le yaourt que je fais en français va m'amener vers les premiers mots qui vont peut-être m'aiguiller sur un texte. Mmh. Mais parfois on se dit, tiens, quand je travaille, là hier, je bossais avec John Maman, qui est un super Mmh. auteur-compositeur, qui a Yes. écrit énormément de choses, qui est artiste aussi, et on était en train de, voilà, on avançait en même temps. Il avait une petite idée à la guitare. On a développé ensemble la top line. La top line, c'est la mélodie pour ceux qui ne Oui. savent pas. Et, euh, et au bout d'un moment, tiens, t'as envie de parler de quoi? Ouais, ok, ce thème-là. Et puis ça nous guide au fur et à mesure. Et c'est un ensemble en fait. Mmh. Là, j'ai reçu des textes à mettre en musique. C'est pas l'exercice que je fais le plus souvent, donc c'est un petit challenge. D'accord. Mais en tout Sans cas, top une line, très sans belle rien? chanson. Texte? Sans top line, sans rien. C'est ce qui s'est D'accord. passé quand on a, avec Corson, euh, que j'adore complètement. C'est vraiment un bon copain aussi. On a Mmh. fait une super chanson pour Whitney sur son album, et D'accord. je faisais des bidouilles au piano, mais sans chanter. Et puis il m'a sorti 3 phrases, et la mélodie est venue instantanément sur ces phrases. D'accord. Donc c'est déjà arrivé que ça se passe. La musique, ça doit partir dans tous les sens, ça doit venir dans tous les sens. Ça doit pas, on schématise pas la musique. Mmh. Voilà. OK. Est-ce que tu penses que ta carrière du coup d'artiste créateur, pour les autres va impulser possiblement, ton futur projet si tu décides de faire ton projet d'artiste, interprète en ton nom? Bah forcément, parce que de toute façon, il faut voir la chose dans un ensemble, en tant Mmh. que carrière de musicien. Je suis artiste, mais même quand je compose avec Zao et que c'est pour son album à elle, je suis artiste. Mmh. C'est-à-dire qu'on est deux artistes en train de, alors avec pas la même carrière, parce que Zao c'est une C'est artiste Zao. qui a sorti énormément de choses et qui a fait des tubes, c'est Zao. Euh, et moi, je suis un artiste, mais d'une autre manière. Et, euh, et en tout cas, voilà, c'est le jour où il y a des choses qui sortiront, elles sortiront. Mais en tout cas, voilà, moi, je la vois dans un ensemble. D'accord, Et pour l'instant, voilà, pour l'instant, ça sort pas, mais quand ça sortira, ça sortira. d'accord. Pour les artistes qui peuvent nous écouter, les artistes créateurs, quel est le conseil que tu peux leur donner pour envoyer leur travail, de sortir de leur studio et de se montrer, au reste du monde? Je pense que la meilleure stratégie pour les auteurs-compos qui veulent faire chanter leurs chansons par des artistes, c'est de se rapprocher des éditeurs, parce que eux s'occupent vraiment de la chanson, Mmh. la composition plus l'écriture, et eux trouvent les exploitations commerciales. Donc, faut pas se rapprocher des labels. Et même en ce qui concerne une carrière d'artiste, Mmh. c'est music first. De toute manière, c'est la musique qui parle. Et les éditeurs, c'est leur travail de tous les jours de trouver les forces des chansons. Ils ont les conseils aussi pour les optimiser. Ils ont des idées de qui mettre en lien avec quoi. Et les éditeurs te permettent, toi, en tant qu'auteur compo, de te mettre en lien avec d'autres auteurs compos ou même des artistes. Et c'est D'accord, ça qui est le plus intéressant. Le label, il va penser marketing tout de suite. OK. Donc, à mon sens, en fait, ce qui se passe aussi, c'est que le poste de directeur artistique en label des grosses maisons de disques, des choses comme ça, ou même des indés maintenant, c'est un poste qui est très médiatisé. On a vu plein de fois dans des films, Mmh. et on le connaît beaucoup. Le manager aussi, c'est énormément connu, mais les éditions, peu de gens connaissent ça, et pourtant, c'est ce qui vraiment fait tourner la musique. Et Mmh. de toute manière, même pour les éditeurs, c'est dans cette partie de l'industrie qu'on fait rentrer le plus d'argent aussi. Comment est-ce qu'on choisit un éditeur? Par son catalogue existant? Alors, j'ai envie de dire que la première règle, c'est qu'il n'y a pas de règle. Mmh. Donc, il faut l'envoyer à tout le monde. OK. Comme ça, tu peux voir déjà où est-ce que va l'intérêt, Mmh. qui a une vision sur ce que toi tu fais, qui comprend ce que toi tu fais. Mmh. Il y a des labels il y a des maisons d'édition qui vont pas du tout comprendre ta direction, qui vont pas voir le potentiel, et qui vont pas savoir avec qui te faire bosser ou comment te travailler toi. Ouais. Donc, il faut aller voir tout le monde. Ensuite, D'accord. c'est vrai que les gros éditeurs ont un gros catalogue, donc beaucoup d'accès à d'autres artistes, à d'autres maisons d'édition aussi. De toute façon, ils sont tous en contact. Oui. Après, je bosse pas tous les jours avec avec des auteurs compos de chez Universal Publishing, mais ils sont tous en contact, et je pense qu'il faut aller voir tout le monde.
Il ne faut pas se dire lui il est petit, parce que de toute façon il y a des trucs énormes qu'on pété, même si c'était signé chez des petits éditeurs. Ce qui importe, c'est la motivation du DA qui va te signer. D'accord. C'est la vision qu'il a, c'est avec qui il va te mettre en lien. C'est pour ça que c'est bien. Il faut pas signer parce qu'on a une plus grosse avance. Si derrière t'es mis au placard, ça sert à rien. Tout à fait. Moi, je m'en fous de prendre 100 000 euros d'avance si c'est pour qu'on me mette sur aucun brief, qu'on me fasse rencontrer personne. Je préfère avoir des cacahuètes et que en 3 semaines, j'ai rencontré 5 artistes, j'ai fait 10 chansons. Mes chansons ont été envoyées à 15 artistes et j'ai 4 titres placés. Ok. C'était très intéressant. Est-ce que tu as des choses à rajouter ? Je pense qu'en tout cas, toutes les personnes qui écoutent, qu'ils soient artistes, qu'ils soient auteurs, compositeurs, qu'ils soient les deux, ou en tout cas qu'ils aient envie de travailler dans le milieu de la musique, il faut savoir que c'est un métier difficile, mais qu'on peut y arriver parce que l'important, c'est le travail. Il y a un facteur chance, il faut nourrir sa chance avec le travail. Et en tout cas, s'il y a des envies, s'il y a des rêves, des passions, c'est en tout cas cette passion qui drive le travail, la motivation et qui te permet d'aller où tu veux. Et c'est pas parce qu'à un moment tu te fais couper les pattes parce que ça se passe pas comme il faut que tu rebondis pas. J'en suis l'exemple même parce que quand j'ai signé mon contrat d'artiste, je me suis dit ça y est, c'est mon moment depuis le temps, etc. Et en fait, non, c'était une étape pour aller vers d'autres choses et il faut en tout cas jamais s'arrêter. Et c'est important, c'est autre chose, pour les auteurs-compositeurs et même pour les artistes, de faire des breaks. Parfois, ça marche pas, ça sort pas, faut s'arrêter. On prend l'air, on fait d'autres trucs et on revient après. On peut pas être au top tous les jours, sortir des hits tous les jours. Un hit, ça veut rien dire, mais on peut pas être au top tous les jours. Il faut savoir faire des breaks et se ressourcer. Ok. Alors, en résumé, on lâche pas l'affaire, on prend soin de soi, on s'ouvre aux autres, on contacte les autres, on sollicite les autres, on discute avec les autres, on rencontre et on pose des bonnes questions. Voilà. Et l'important, c'est de trouver sa bonne équipe. Ok. J'ai trouvé une bonne équipe. Après, j'ai 29 ans, donc les choses évoluent. En tout cas, en ce moment, je suis dans une très très bonne équipe. On a une très très bonne dynamique de travail. On s'entend très très bien et on fait des très belles choses. Il y a des belles rencontres qui sont faites et surtout de la belle musique. Super. Je crois que c'est l'essentiel. Complètement. C'est tout pour moi. Merci beaucoup, Alban. Merci pour tes réponses, ton temps, tes rires, parce qu'il y en a eu plein. Merci beaucoup. C'était un vrai plaisir de t'avoir avec moi aujourd'hui. Et je pense que cet épisode va beaucoup aider des personnes, débloquer des idées, rassurer et aussi, je pense, déculpabiliser d'avoir la tête tout le temps dans le guidon et d'accepter en fait qu'il faut relâcher des fois un peu le truc. Donc, merci pour tout ça. Écoute, j'étais ravi de répondre à tes questions. Vraiment, c'était un vrai plaisir de discuter de tout ça parce que c'est pas tous les jours et ça me permet, tu vois, de moi sortir la tête du guidon de la création pour expliquer un peu à ceux qui veulent monter sur le vélo comment ça se passe et si c'est à refaire, avec grand plaisir. Trop chouette. Merci beaucoup, Alban. Et puis à très bientôt. À très bientôt. Salut. Salut. J'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à partager le podcast à une personne qui souhaite se lancer dans l'industrie musicale. Si vous aimez le podcast et son contenu et que vous souhaitez me soutenir, rien de plus simple. Il suffit de commenter, de mettre des pouces en l'air, de me donner des étoiles sur Apple Podcasts, de suivre les réseaux sociaux du podcast et de vous y abonner sur Facebook, Instagram et Twitter au nom de Justin Tunes. Si vous avez des questions, si vous avez des idées pour les prochains épisodes, n'hésitez pas à me laisser votre message en commentaire ou alors directement sur l'adresse mail hello@justintunes.com. Merci d'avoir pris le temps de m'écouter et à très vite pour le prochain épisode du podcast Justin Tunes.